Si on quitte l'euro et l'Union européenne, comment vont réagir nos anciens partenaires et puis surtout les États-Unis? Est-ce qu'il y aura de la répression, des mesures contre la France? Voilà. Bon, je peux dire deux mots, oui, mais d'autres seraient mieux placés que moi pour répondre à cette question. Bon, premièrement, il ne fait aucun doute que si un gouvernement progressiste, entre guillemets, parce qu'on ne sait plus trop quel terme utiliser, accéder au pouvoir, il aura exactement à faire face à ce que la Grèce a eu. Bon, et vous avez vu ce qui s'est passé en Grèce tout de suite. La BCE a dit on va limiter l'argent liquide que vous allez pouvoir sortir avec vos cartes bancaires. Voilà, alors je ne sais plus, c'était 40, 30 euros par jour, je ne sais pas quoi. Bon. Voilà le genre de mesures auxquelles on va être, en plus de la fuite des capitaux, en plus de toutes les entraves qu'ils peuvent mettre contre un gouvernement de ce type. Bon, alors là, moi je pense que, premièrement, c'est le mouvement populaire et la mobilisation populaire qui empêchera ce genre de choses. Je me souviens que on avait discuté il y a quelque temps de ce qu'il fallait faire, non pas après les élections, parce que ça sera déjà trop tard. C'est avant les élections, effectivement. Et que la mobilisation aille jusqu'à occuper les succursales de banque pour effectivement éviter un certain nombre de manœuvres. Bon. Voilà, et tout ce par quoi le capital dicte sa loi, quoi. Voilà. Et s'il n'y a pas ça, entre autres, hein, c'est une des choses, mais qui me paraît primordiale, on aura beau avoir toutes les déclarations, toutes les mesures, si vous voulez, à prendre après les élections, on n'aura même pas le temps de les mettre en place. On n'aura même pas le temps. Donc il faut que le mouvement, il existe et qu'il prenne ses dispositions plusieurs semaines avant les échéances. Ce qui veut dire que le travail politique, il doit se faire bien en amont, et non pas 15 jours avant les élections ou tout de suite après. Voilà. Il faut que la mobilisation du peuple se fasse plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant, et qu'on ait les idées claires sur ce qu'il faut faire. Qu'on ne soit pas dans l'improvisation. Ce qui me choque un petit peu avec LFI, pour qui j'ai voté, moi, pendant quelque temps, bon, c'est qu'ils annoncent tout un tas de stratégies, de choses là, enfin, tout un tas de mesures, mais à mon avis, ils ne mesurent pas, ou ils ne veulent pas mesurer, je ne sais pas, ce à quoi il va falloir qu'ils s'opposent. Bon. Et là, vous n'avez, à ma connaissance, d'autres que moi seront plus capables de répondre à cette question, moi je ne vois pas, si vous voulez, de mesures concrètes pour faire face à ça. Donc on y va la fleur au fusil, sans stratégie, sans mesures concrètes. Ça veut dire qu'on va tout droit à l'échec. Tout droit à l'échec. Voilà, et c'est ce qui me fait un petit peu peur, quoi. Et par contre, ce à quoi nous avons à réfléchir, nous, alors en tout cas au Pardam, je ne suis pas habilité à parler pour les organisations qui sont nos alliés, pour ce fameux contre-référendum, hein. Notre devoir politique, justement, c'est de mettre au point toutes ces mesures que nous devrons mettre en place avec le soutien populaire avant les échéances. Parce que si on attend que les échéances arrivent, ça sera trop tard. Vu le niveau d'organisation que le capital a acquis depuis... Alors moi, je ne fais pas remonter ça à quelques décennies. N'oublions pas que le capital est au pouvoir depuis la Révolution française. Il a 231 ans d'expérience de contrôle politique des masses. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Avec toutes les expériences historiques, si vous voulez, que Fadi a évoquées. Mais parallèlement, j'en finis par ça, l'expérience des peuples aussi est importante. Et il me semble que ce n'est pas forcément un hasard si à chaque révolution qu'il y a, alors ça c'est mon dada, excusez-moi, je finis par ça, que ce soit à partir du 10 août 92,
Pour moi, la vraie révolution, c'est le 10 août 92, jusqu'au 27 juillet 94. Suivez mon regard. Ensuite, vous avez la première révolution, la vraie, de février 48, avec la répression qui s'ensuit au mois de juin. Après, vous avez la Commune de Paris. Après, vous avez le Front populaire. Après, vous avez les États généraux qu'on ne connaît pas. Il y a eu des États généraux en 44-45. Personne n'en parle. Ça, c'est comme les trucs des Gilets jaunes, là, les cahiers de doléances. Ils sont dans les archives départementales. Bon, bref, les Gilets jaunes, etc. À chaque fois, vous avez des traditions populaires révolutionnaires qui remontent à la surface. Bon. Et je pense que notre devoir est de savoir refaire monter à la surface tout ça. Parce que pour moi, c'est la seule façon de vaincre un jour la puissance du capital, qui est extraordinairement sophistiquée. Voilà. Et ça, je pense que si on ne fait pas ça, on va encore au-devant de sérieux échecs. Ça ne répond pas à ta question, cher camarade, mais... Non, c'est pas... Mais, bon. Non, c'est pas une question. C'est juste un point. Je veux dire, tout à l'heure, tu as dit, Fadi aussi, il faut préparer les forces populaires à agir plusieurs mois à l'avance. Quand on entend les forces populaires, il faut peut-être préciser qu'on aura besoin des forces syndicales pour sécuriser l'énergie, l'eau, les transports, etc. quoi. Et je pense que, comme on a certaines critiques à faire avec les têtes syndicales, etc., je pense qu'il faut dire qu'on aura besoin des forces syndicales. Je pense que c'est bien de le dire maintenant, quoi. Par rapport à ça, si je peux me permettre, vous voyez, on en a parlé hier, l'échec, la défaite, c'est un échec, il faut le dire clairement, d'Olivier Matteux, montre à quel point certains syndicalistes peuvent être indispensables et dans le bon camp, et combien au sein des syndicats, vous savez, il y a un très beau texte de Lénine qui démontre le rôle ambigu des syndicats, et au passage, il en profite pour taper sur Trotsky, parce que contrairement à ce qu'on croit, Lénine a très souvent été, et réciproquement, c'est surtout Trotsky qui a très souvent été opposé à Lénine, et notamment sur la question syndicale. Si vous lisez l'analyse de Lénine sur les syndicats en décembre 1920, il démonte Trotsky littéralement, et pas que là-dessus d'ailleurs. Et en effet, parce que d'un côté, c'est censé être l'avant-garde, si j'ose dire, d'un point de vue plus direct des travailleurs, sans parler du parti. Encore que quand vous regardez les 21 conditions de l'Internationale communiste, il est très clair que l'activité syndicale doit être subordonnée au parti bolchevique, et au parti communiste. Mais d'un autre côté, Lénine a conscience que le problème des syndicalistes, c'est qu'ils peuvent être en cas de négociation sur certains trucs, etc. Puis, sans compter les prébendes, comme pour FO en 1947, ils peuvent tomber du mauvais côté. Donc ça veut dire que parmi les syndicalistes, vous avez en effet des gens vraiment de valeur et qui sont prêts à aller au combat. Et l'avantage, c'est que nous avons quand même une boussole aussi syndicale qui permet de le constater. N'oublions pas que c'est Bernard Thibault, dont on en parlait hier, qui a fait adhérer la CGT à la Confédération européenne des syndicats. Et que la CGT est également membre de la Confédération syndicale internationale, dont d'ailleurs récemment, les secrétaires ont brillé par leurs affaires de corruption et leur soutien, dans le cas de la CSI, à Israël, dans son entreprise, etc. Or, il se trouve que, par exemple, je parlais de Mathieu Bolreda, de la CGT cheminot de Versailles Chantier, eux, ils sont membres de la Fédération syndicale mondiale, de la FSM. Or, il se trouve qu'il y a de plus en plus de secteurs de la CGT qui rejoignent la FSM. Le problème, c'est qu'ils ont encore un peu de mal avec la CES. Et pourtant, la CES, vous savez, fin mai 2023, un certain, d'ailleurs, Laurent Berger, et puis avec ses successeurs, ont accueilli, bras dessus, bras dessous, Ursula von der Leyen pour un congrès de la CES. C'est quand même assez fantastique quand on pense que ce sont les premiers qui vous expliquent qu'il faut être indépendant vis-à-vis des pouvoirs politiques. Voilà, vous pouvez apprécier. Donc oui, bien sûr, bien entendu. Et il y a des points d'appui qui peuvent être utiles. Le député LFI qui est venu à notre table ronde mi-septembre dernier à la fête de l'UMA, Béranger Cernon, est à la base syndicaliste CGT des cheminots de Paris-Gare de Lyon. Écoutez, là, c'est par hasard qu'il se trouve qu'on est pas mal dans le secteur des cheminots, PRCF, on commence à progresser là-dedans, dans d'autres secteurs aussi. Et même si, quand il évoquait la question de l'UE,
il le faisait avec des circonvolutions. Bon, il est député LFI, hein, il y a des limites. Mais malgré tout, pour le connaître personnellement et pour voir comment il résonne, même dans nos discussions, voilà, clairement, il a compris d'où venaient les problèmes. Et plus la situation se radicalisera, et plus ces gens-là seront aussi amenés à faire des choix. Je pourrais vous donner aussi un autre nom, pour finir, le nom de Cédric Yechty, qui est le secrétaire de CGT-EDF de Paris-Ouest, et qui était pressenti, je ne sais pas si ça ira au bout, pour éventuellement prendre la tête de l'union départementale de la Seine, donc de Paris. Donc en fait, on voit qu'il y a vraiment des mouvements au sein de la CGT avec quelques têtes qui pourraient être vraiment intéressantes et qui ont, c'est vrai, cet énorme avantage de parler à des centaines, voire des milliers de travailleurs, voire plus. Ça peut être vraiment un atout considérable. D'où l'importance aussi d'entretenir des liens avec ces gens-là. Oui. J'ai une question et une remarque. La question, c'est, il est d'usage de construire à l'Assemblée nationale, enfin pour le budget de la France, à partir des dépenses et non pas des besoins. Personne n'interroge cette question. C'est tout le contraire qu'il faut faire, y compris d'ailleurs à l'intérieur d'une entreprise qui serait bien intentionnée. Tu pars de tes besoins, c'est-à-dire tu pars de l'hypothèse je ne licencie personne et je dois investir pour aller fabriquer tel ou tel truc nouveau ou acquérir telle ou telle machine ou je sais pas patati patata. Tu fous ça dans tes besoins, d'accord? Et donc dans tes dépenses. Et après, tu vas chercher les recettes. Tu fais pas l'inverse. Parce que les recettes, ça définit, sinon, ton avenir. Or, la construction d'un budget, c'est à travers des chiffres et des actions. Hein. Bon, donc, il faut interroger ça. Il faut dire, un gouvernement bien intentionné, machin, patati patata, qui il commence par les besoins. Ce qui est impératif, ce qui est incontournable. La sécurité sociale, c'est incontournable. Les hôpitaux, c'est incontournable. Ok, ça coûte tant. Eh ben, voilà. Et on va aller chercher l'argent. Et c'est pas du tout la même mentalité psychologique. Hein, et le même effet même sur les citoyens de travailler dans ce sens-là plutôt que dans le sens inverse. Donc c'est pas pour rien qu'ils commencent par on regarde ce qu'on peut dépenser et puis après avec ce qui nous restera, c'est exactement ce que fait le Cornu là, avec ce qui nous restera, voilà, ben là, non, tu veux pas des franchises médicales, ça devait rapporter tant de pognon, ça les bon, ben alors écoute, d'accord, je t'enlève les franchises médicales, on dirait, on se croirait au marché, hein, mais par contre, trouve-moi les moyens pour compenser, d'accord? C'est inadmissible de fonctionner de cette manière-là. Ça les rend sympathiques pour les gens qui n'y comprennent rien. Oh, quand même, ils font des efforts. Et c'est tout le jeu du Parti socialiste qui a toujours fait ça pour construire ses budgets. Ne partez pas des besoins, partez des dépenses, c'est-à-dire de la capacité potentielle, enfin, de la capacité de disponibilité de moyens. Mais c'est une erreur de gestion. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. Si on est un peu socialiste dans planification. On est d'accord. Mon deuxième truc que je voulais souligner quand même dans les mesures terribles, c'est la fin de la monnaie fiduciaire. paperasse, sonnante et trébuchante. C'est parti ça, hein. C'est en cours. Tout le monde le sait. Hein. Je crois que ça a été décidé par l'Union européenne. Hein. D'ailleurs, si vous voulez entamer les discussions sur les marchés avec les commerçants, c'est formidable. Je l'ai testé.
Ah oui, je vous paierais bien en espèces, mais bon, je vais aller à la machine vous sortir de l'argent parce que tant qu'on a de l'argent, du vrai, et là ça part, et le mec ou la nana il te cause, le commerçant d'à côté il a entendu, machin, etc. Et t'arrives à l'Union européenne. Bref. Donc là, il y a ce truc-là, il faut rentrer là-dedans parce que c'est le contrôle. Mais c'est pas le contrôle fiscal, machin, seulement comme l'imaginent des gens. C'est le contrôle de ta survie. Si tu n'as plus qu'une carte bancaire, eh ben on te coince tout de suite. Donc, il y a ça. Mais il y a les injonctions contradictoires, comme ce qui vient des pays du Nord, vous avez entendu, qui conseille à sa population d'avoir toujours 70 ou 100 euros de pognon caché sous le matelas, parce que en cas d'attaque, de hacker, de panne, de machin, etc., des machines où on pourrait plus rien faire, il faut quand même pas bloquer le commerce et les échanges et tout ça, donc garder de l'argent. Moi, je crois qu'il y a un article à faire là-dessus. Alors, faut que tu gardes de l'argent, mais comme les mêmes te disent, mais non, de toute façon, il y aura plus, vous n'aurez plus le droit de vous servir de votre argent. Hein? C'est quoi le vrai? Le vrai, c'est que le risque pour eux, c'est que les gens n'aient plus confiance dans le système et qu'ils sortent des billets de banque. D'accord? Donc on te menace de ne plus pouvoir te servir de billets de banque, puisque tu pourras plus. Et donc il faut parler de ce truc-là. Voilà, je pense qu'il faut expliquer ce truc-là avec les injonctions contradictoires qui sont souvent une manière de faire de l'Union européenne. Et il faut prendre une position. Il faut prendre une position. Ça a l'air con, mais ça, c'est une action. C'est une action très concrète de chacun. Que les gens, ils aient des billets de banque chez eux. Et ils comprennent. Mais bien sûr qu'ils comprennent. Qu'ils aient des billets de banque chez eux, bah, ça les protège des hackers. D'accord. Et puis, ça fait... Et ça fait chier quand même le système. D'accord? Parce que là, c'est la révolution mondiale. Hein. Si on t'a piqué tout ton pognon, franchement, tu t'énerves. Hein. Moi, je vous dis, vous cherchez des trucs avec les syndicats, touchez au Grisby directement, c'est quand même un truc très important. Donc voilà. Mais réfléchissons sur l'histoire d'avant que je vous ai dit. Comment tu construis ton budget? Moi, dans la coopérative où j'ai bossé, je participais à la création du budget chaque année. Et nous partions toujours des besoins. Et le jour où on ne pouvait pas remplir les recettes pour les besoins, ça a été la fin des haricots. Voilà. Je peux dire deux mots? Moi aussi, je veux dire. Je serai très bref. Pour confirmer la première chose que tu as dite, Michel, sur le fait qu'il faut partir des besoins, je vais vous raconter une brève histoire de quand j'étais apprenti directeur d'hôpital, que je sortais de mon école nationale de la santé publique, où je n'avais pas appris grand-chose. On arrivait dans nos établissements et la première chose qu'on nous faisait faire, c'est le budget de l'hôpital. Et on avait des grandes feuilles qui faisaient plus de mètre carré, qui s'appelaient, je me rappellerai toujours, les feuilles de répartition et d'imputation. Et on commençait à l'époque, c'était l'époque du budget du prix de journée. Et là, vous commenciez par les besoins. Vous chiffriez vos besoins de personnel, vos besoins de fournitures diverses, vos besoins d'entretien, de ceci, de cela, vos travaux. Bon. Et vous arrivez en bas et vous aviez les dépenses auxquelles il fallait que vous fassiez face. Et en fonction de ces dépenses, eh ben, vous déterminiez vos prix de journée en fonction des nombres de journées en chirurgie, en médecine, en maternité, tout ce que vous voudrez, en psy. Bon. Mais vous partiez des besoins, vous partiez de la demande. Et vous n'arriviez au prix de journée qu'à la fin. Eh bien, cette méthodologie-là a été totalement renversée en 1995 par Juppé, non démenti après par le programme commun. Je me rappelle même qu'on en avait discuté avec Jacques Ralit, et je lui ai dit, parce qu'on commençait déjà à lui parler du tarif par pathologie, qui est devenu la tarification à l'activité. Et la tarification à l'activité, on vous demande exactement la même chose. Dites-moi quel est le niveau de vos recettes et ensuite vous établirez vos dépenses. Donc il y a eu une inversion.
Et donc je pense qu'il faut revenir. C'est pour ça que nous, dans mon syndicat de directeur d'hôpital, du FMIC CGT était très très minoritaire, mais au moins on avait un truc qui était assez populaire, c'était de revenir au prix de journée, en tenant compte bien entendu des errements, parce que vous aviez des mecs qui fixaient leur prix de journée bien au-delà de ce qui était nécessaire. Il y avait une certaine défaillance des contrôles de ce côté-là. Mais il faut tenir compte de cette expérience et revenir au prix de journée. Et là, on revient effectivement, on commence par les besoins, on commence par les dépenses. Et après, vous établissez vos recettes. Et pour partir des besoins, il n'y a qu'une seule solution, ça a été dit par Jacques Pardot, c'est la planification, bien évidemment. Sans planification, comment déterminer les besoins? Bon, ça c'est un premier point. Sur le deuxième point, je ne suis pas compétent, simplement sur les crypto-monnaies. Là. Et moi, j'ai une question, mais alors, je n'ai pas étudié ça de près. Hein. Est-ce qu'on va vers les crypto-monnaies, évidemment? C'est à mon avis quelque chose de... la monnaie électronique. Bon, ce qu'il faudrait éviter, ça c'est les économistes qui vont répondre, hein, est-ce que ça ne met pas en danger ce que l'on appelle les mécanismes de la création monétaire, qui sont quand même un outil de politique économique tout à fait fondamental. Et est-ce que cette affaire de monnaie électronique ne va pas priver les États et les gouvernements de cet instrument de politique économique et monétaire qui est quand même assez important? Question, hein, je n'ai pas de réponse. Non. Je peux dire un mot là? Vas-y Jacques. Et je répondrai après sur un ou deux points, mais très rapide. Une réaction à ce que disait Michel tout à l'heure à propos de la règle actuelle, constitutionnelle d'ailleurs, du vote du budget, partie recette d'abord et partie dépenses ensuite. Ça c'est nouveau, parce que avant, pendant la 4e République, et au début de la 5e d'ailleurs, il y avait le circuit du Trésor pour le financement des dépenses publiques. Et le circuit du Trésor, c'était un circuit qui consistait par le Trésor public, par la direction du Trésor, à collecter la trésorerie de toute une série d'organismes publics, les entreprises nationales, les collectivités locales, et puis toute une série de choses. Donc le Trésor collectait cet argent, mais il le collectait quand il en avait besoin. C'est-à-dire ce n'était pas au départ la recherche de collecter des recettes pour payer des dépenses, c'était constater des dépenses et collecter les recettes pour payer ces dépenses. C'est un système tout à fait intéressant. C'est pour ça qu'ils ont tué le circuit du Trésor, parce que d'abord cet argent était gelé en quelque sorte vis-à-vis des marchés financiers. Cet argent n'allait pas sur les marchés financiers. C'était un peu comme le système par répartition des retraites. Les cotisations payent immédiatement les pensions sans passer par la case marché financier. Et donc, il n'y avait pas de dette publique. Et ça ne pouvait pas exister, la dette publique, puisque dès qu'il y avait un besoin financier, on actionnait on ramassait les liquidités qui existaient. Et ce qui se passait en plus, quand il y avait un besoin supplémentaire, on actionnait la Banque de France avec soit des prêts soit à taux zéro, soit à prêts très faibles, soit des prêts non remboursables, des avances non remboursables de la Banque de France, avec un plafond voté par le Parlement. Pendant la guerre de 14, par exemple, le financement de la guerre de 14 se fait comme ça. Ce sont des avances, notamment, plafonnées par le Parlement, et régulièrement le Parlement discute et vote des plafonds. Alors, donc ça, c'est très intéressant, parce que ça élimine la question de la dette. Il n'y a plus de dette.
Et donc la revendication. Alors, ce qui est dramatique, c'est que les partis politiques sont enfermés dans cette obsession de la dette. Ils se sont fait absorber par l'idéologie de la dette, alors que la revendication, c'est de supprimer les emprunts, les appels au marché, c'est-à-dire le financement de l'État par le marché, revenir au circuit du Trésor, élargir la base de collecte par des nationalisations, des prises de participation, par le retour de l'interdiction faite aux collectivités locales d'ouvrir des comptes bancaires privés. Avant, c'était une direction de la Caisse des dépôts qui s'occupait de ça. Ça s'appelait la Caisse d'aide, la CAEC, Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales. Les contributions des banques, Voilà, les planchers. voilà, les banques étaient obligées d'avoir dans leur provision une partie de titres publics, d'effets publics. Bon, c'est quand même hyper plus simple, hyper plus efficace. On élimine la charge de la dette. 60 milliards aujourd'hui. Donc, pourquoi L'équivalent de l'impôt sur le revenu, chaque année. Bon, pourquoi les partis politiques actuels ne s'emparent pas de ces questions-là? Parce que, pour le faire, il faut rompre Et ben voilà. avec le système de l'Union européenne, ou tout du moins une grande partie du système de l'Union européenne. L'indépendance de la banque des banques centrales, les règles du marché, l'euro, etc. L'obligation de financement sur les marchés, c'est une contrainte européenne énorme. Tout à fait. Donc, Et constitutionnalisée. voilà, donc c'est tout ça. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas aborder ces questions-là, parce qu'ils savent qu'au bout, il faut sortir de l'euro et de l'Union européenne. Voilà. Et donc, alors que, mais je pense que sur des questions comme ça, on a des marges de progression tout à fait colossales. Parce qu'il y a quand même du bon sens, de l'efficacité, et la preuve par l'histoire que tout ça a parfaitement bien fonctionné. Juste une... Ah, pardon. Non, je voulais simplement dire que la dette, finalement, il y en a qui en veulent de la dette. Finalement, Roger la a dit, dette, c'est un business. C'est un business. Oui. C'est Oui. un faux problème. Mais La sûr. dette, pourquoi on en attend? C'est la C'est parce que les classes dirigeantes en veulent. Ils veulent des emprunts français Bien sûr. à taux de 3 ou 3,5%, sécurisés, sans risque. Tout le monde, toute dépense est une ressource, je dis toujours. Et l'économie est circulaire. La dette, c'est un faux problème. C'est le... C'est un vrai Il problème y a- politique. on nous en parle, mais si personne ne veut la supprimer, enfin, en tout cas, les classes populaires veulent la supprimer, mais les riches, la classe dominante, ne veut pas la supprimer, elle en bénéficie. Ben oui. Et en plus, malheureusement, il y a beaucoup aussi d'organismes, disons, en faveur des mutuelles, des compagnies d'assurance aussi, éventuellement, qui sont peut-être plutôt du côté du peuple, qui finalement placent leur argent là-dedans. Donc, c'est dans cette dette d'État. Donc, Ils bénéficient plus de la dette que de l'appareil productif bientôt. oui, alors, donc, Pour les profits. c'est ça qui est difficile à en sortir aussi. Moi, je crois qu'il y a une difficulté. Il y a une difficulté, c'est qu'on a participé au système. Les mutuelles ont participé à ce système capitaliste, à ce système de la dette, et ils sont bien contents d'avoir. Alors s'il n'y avait pas de retraite, si on venait à une retraite par capitalisation, alors ce serait... Juste une précision, comme il est déjà 15h15, peut-être encore 5 minutes maximum pour que... Enfin, c'est une suggestion. C'est pas pour empêcher, au contraire, mais c'est comme derrière. Non, il faut Voilà. finir après. Voilà. Il y a une autre séance qui ne va pas durer longtemps, mais... Donc 5 minutes peut-être, maximum. Et puis... Là, c'était juste un point sur la dette, puisque donc on parle de budget et de contraintes budgétaires. Donc le point de Jacques est essentiel, c'est-à-dire si on veut repolitiser
ces questions budgétaires, il faut comprendre qu'on peut se libérer facilement des contraintes budgétaires, notamment avec cette histoire de dette. Mais juste le point que je voulais faire passer, c'est qu'il y a un triple intérêt à la dette pour les classes dominantes, un triple intérêt. Donc, premier intérêt, c'est de transformer des impôts qui vont normalement au service public, donc qui ne leur servent à rien, en revenus. Hein. Donc on prend les impôts, ça vient de ceux qui travaillent, et ça se dirige vers les marchés financiers, c'est-à-dire, bon, voilà. Donc c'est une espèce de ponction de l'impôt, de détournement de l'impôt. Deuxième intérêt, ça permet d'exercer une contrainte sur l'État permanente. Une fois que vous avez financiarisé la dette, les marchés financiers surveillent l'action de l'État. Dès qu'il commence à avoir une politique sociale, ça va augmenter son refinancement, etc., etc. Donc un moyen de pression énorme sur l'État, et indirect et automatique. Donc il n'y a même pas besoin de sortir du bois, de faire quoi que ce soit. Il suffit que les marchés augmentent les taux. Donc, et ça paraît comme ça une contrainte mécanique. Personne ne vous a obligé, on ne peut pas identifier quelqu'un. Bon, deuxième intérêt. Troisième intérêt, c'est une source de revenus, mais ce n'est pas une énorme source de revenus. Il ne faut pas non plus exagérer l'intérêt financier de la dette. En fait, c'est plutôt, peut-être Jacques, tu me corrigeras là-dessus, c'est une manière de sécuriser un panier de patrimoine financier, c'est-à-dire que sur certains secteurs, vous pouvez gagner beaucoup, mais vous risquez un peu plus. Et alors, il faut quand même que vous ayez une partie de votre patrimoine sécurisée. Or, l'intérêt d'un État, c'est qu'il ne fait jamais faillite. Hein. Je veux dire, même quand l'Argentine annule sa dette, on voit, finalement, elle le doit encore. Bon, ça c'est également parce que l'Argentine a bien voulu être sympa en réalité. Il y avait des moyens qu'elle règle définitivement les questions. Elle n'a pas eu le courage politique ou la possibilité sociale de le faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un État ne fait pas faillite. Il y aura toujours du travail et il y aura toujours des impôts. Donc l'argent que vous placez, il n'y a pas de placement plus sûr. Donc si vous voulez sécuriser une partie de votre patrimoine financier, il faut que vous ayez une partie en dette publique. Donc, ça fait 3 intérêts pour la dette. On comprend donc que c'est un point stratégique pour les classes dominantes, et que, évidemment, pour nous, pour une société, pour l'intérêt public d'une société, ça n'a aucun intérêt. La dette publique n'a aucun intérêt. Avec le circuit du trésor, comme l'a expliqué Jacques, on peut s'en passer radicalement. Une fois qu'on maîtrise les liquidités, une économie nationale, c'est un circuit intérieur, relié sur l'extérieur certes, mais d'abord un circuit intérieur. Donc quand vous maîtrisez les liquidités, donc le circuit intérieur de votre économie, quand vous avez un débours budgétaire, vous n'avez absolument pas besoin de faire des pieds et des mains, ou faire des montages financiers complexes ou quoi que ce soit, ou vous adresser à des marchés qui ne servent à rien. Tout simplement, vous captez une partie de ces liquidités, et quand les impôts rentrent de nouveau, vous remettez ces liquidités là où elles étaient, et c'est terminé. Donc la dette publique ça n'a pas besoin d'exister, c'est un non-problème en fait dans les pays qui font intelligemment le circuit du trésor. En gros, finalement, je me demande si la France n'a pas été la plus efficace sur la question du circuit du trésor. Il faudrait pouvoir comparer. Elle l'a fait en improvisant en plus, hein, et du coup on ne maîtrisait pas le système, et puis du coup il a pu disparaître sans que personne s'en aperçoive. Mais en tout cas, on en a la mémoire historique, on en a les archives, donc on sait comment faire. Voilà. Il y a une quatrième raison sur la nécessité de la dette pour les classes dominantes. Oui. C'est que c'est d'exercer une pression extraordinaire sur les classes populaires en leur disant, vous voyez, on est endetté, donc il faut baisser les salaires, il faut baisser les charges, il faut moins d'hôpitaux. Faire pression sur l'État, c'est faire cette pression-là. C'est pareil. Sur le peuple. Faire pression sur l'État, l'État il s'en fiche. Sur le peuple. Mais non, faire pression sur l'État alors qu'il s'en fiche. Mais aussi, ça justifie auprès des gens le fait quand tu fais pression sur l'État, c'est pour qu'il fasse pression sur les gens. D'accord, enfin, il faut l'expliciter quand même. Voilà. Juste un mot pour répondre à Gilles sur le fait que la dette publique, en fait, n'offre pas un rendement énorme. Hein,
3, 3,5 en brut, mais en net, c'est-à-dire quand on retranche l'inflation, si vous avez un rendement brut de 3,5 et que l'inflation est de 2,5, ça vous fait 1% de rendement net, sans compter les impôts derrière. Donc c'est encore moins. Alors, ça sert à quoi notamment? Ça sert aux compagnies d'assurance vie. Parce que les maturités des obligations d'État sont calculées, c'est-à-dire la durée d'une obligation, 7 ans, 10 ans par exemple, c'est calculé pour entrer dans le bilan des compagnies d'assurance vie, dans leurs provisions techniques, de façon à avoir un équilibre entre ces provisions et l'espérance de vie calculable des gens qui ont des contrats d'assurance vie. Ça ne se fait pas, par exemple, pour l'IRD, incendie, accident, risque divers. Là, non, ils ne font pas, n'utilisent pas des obligations d'État de la même manière. Donc voilà, ça pour eux, c'est très intéressant. C'est des réserves techniques Et obligatoires. donc, voilà, et c'est obligatoire. Et si on veut, nous, supprimer le marché obligataire public, comme il faut le faire, il faut trouver un autre système pour sécuriser les contrats d'assurance vie par une autre manière, très simple à faire. Des emprunts directs sans passer par un appel au marché, par exemple. Mais ça sécurise les assurances parce que c'est le placement le plus sûr. Il n'y a pas de placement plus sûr. Il y a une garantie de l'État. Voilà, c'est ça. C'est la garantie de l'État, elle est obligatoire et c'est une garantie de l'État. Une conclusion peut-être d'optimisme en 30 secondes. Nous, il y a le vote du budget dans mon établissement scolaire dans 19 jours. Il y a 2 ans, on avait voté non. Officiellement, on est censé voter sur une répartition de budget. Pour rebondir sur ce que disait Michel, on a dit, en fait, on s'en fout. On a besoin de plus, donc on vote contre. Les parents ont suivi, les élèves ont suivi, la chef d'établissement qui était à la solde du rectorat, elle a pété un cap, c'est mon expression, à la rentrée, on l'a plus vue. Et on a eu quelqu'un... et on a eu quelqu'un de très politique qui est encore à la tête de l'établissement et qui en septembre 2024 est arrivé. Et en novembre l'année dernière, on a obtenu 50 000 € de plus. Comme quoi, Vous voyez, c'est tout à fait possible en fait, même localement. Voilà la création monétaire. Voilà, avec une certaine manière de procéder. On sait pas tout alors. Bon merci en tout cas. Merci. Ça a été là pour permettre la suite. Merci à vous.